As you can see, we are shooting this session of home videos during the corona crisis. And so far, we all had the occasion to see that the coronavirus is mimetic, not only in the sense that it reproduces itself at an incredible speed, but also in the sense that it operates on the mimetic unconscious of human beings, or homo mimeticus, generating intense emotions that spread also very quickly across the body politic. The topic of today's video is not on medicine as such, it's not on the coronavirus as such, but we will be exploring a topic that is indeed related to the medical side of mimesis, specifically the psychological side. For this occasion, I find myself in Paris, and specifically in front of a historic institution that played a key role in the development of the history of psychology, psychiatry, and psychoanalysis, namely the Salpêtrière. Especially in the 1880s, the Salpêtrière played a key role in quite literally staging mimesis via a strange protean sickness that was galvanizing public opinion at the time. The name of that sickness was hysteria, and the key neurologist who was interested in diagnosing was a figure well known at the time named Jean-Martin Charcot. Now, for Charcot, hysteria was a physiological disease, a disease of the nerves, what he called neurosis, and he saw a similarity, or he established a connection between hysteria on the one hand and hypnosis on the other, arguing that hypnosis was a pathological condition that affected hysteric patients. Now, during his famous Leçons du Mardi, Lessons of Tuesday, Charcot staged hysteric patients who were displaying characteristic symptoms of hysteria, like catalepsy or somnambulism. Mimetic symptoms like catalepsis and somnambulism. And Charcot argued that hypnosis helped to manifest those pathologies. Now, on another front, not here in Paris, but in Nancy, Hippolyte Bernheim developed a theory of hypnosis that was not physiological, but psychological. And he argued, contra Charcot, that the symptoms displayed by the hysteric patients on the stage of the Leçons du Mardi were themselves produced by Charcot's medical expectations, so that the patients were, according to Bernheim, in a way impersonating or mimicking the symptoms that Charcot expected, from somnambulism to catalepsy and so forth. Now, Bernheim argued that hypnosis, or actually a term he preferred, suggestion, was something that affected all individuals, including very intelligent individuals, and that led to a disconcerting capacity of humans to take ideas that come from the outside and mistake them as their own. A mimetic sickness, in that sense, that blurs the boundaries between self and other. Now, a third figure who played an important role in our story is a younger physician who came to Paris to study specifically under Charcot, and his name was Sigmund Freud. And Freud was very much impressed by Charcot's neurological theory, or theory of neurosis, and set out to translate the early works by Charcot on hypnosis, and on the way to Austria stopped in Nancy and met Bernheim as well, whose work on hypnosis he also translated. So there is a sense in which at the origins of psychoanalysis, the birth of psychoanalysis, there is indeed the experience of hypnosis, a mimetic experience that blurs the boundary between self and others, but also the mind and the body, consciousness and the unconscious. And that psychoanalysis in many ways is born out of these theories of hypnosis and mimesis. In order to discuss the history and genesis of psychoanalysis, we are meeting with one of the world's specialists on the history of psychology, the history of psychiatry, and specifically of psychoanalysis. His name is Mikkel Borch-Jacobsen. His background is in many ways protean and transdisciplinary,
in the sense that he was a professor of French and comparative literature at the University of Washington in Seattle, where I worked with him many years ago. By training, he is a philosopher. Specifically, he was trained in Strasbourg, a context that, as we will see, is embedded in the problematic of mimesis. And he is now primarily defining himself as an historian of psychology and psychoanalysis in particular, but also paying attention to contemporary sicknesses that cannot be dissociated from the pharmaceutical industry, in a way turning Bernheim's argument against Charcot that the symptoms that the patients displayed here at the Salpêtrière were induced mimetically by Charcot's theory, turning that argument against big pharma industries that, he argues, are complicit in producing the symptoms. We haven't met in a while, so I look forward to meeting him in his apartment in Paris. S'il faut vraiment me présenter, je dirais que je suis originellement philosophe de formation, mais que je me suis très vite orienté vers la psychologie que j'ai enseignée alors que j'étais encore étudiant. Et la psychologie à l'époque, ça voulait dire la psychanalyse. Et puis ensuite, j'ai émigré aux États-Unis et là, je suis devenu un professeur de littérature comparée. Et dans le cours de mes recherches, je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire de la psychiatrie et de la psychologie. Donc voilà, je suis interdisciplinaire, comme on dirait. Voilà. Très bien, donc on parle de la philosophie à Strasbourg. Comment as-tu rencontré ce concept de mimétisme? À Strasbourg, être étudiant de philosophie au début des 70, ça voulait être dire étudiant de Philippe Lacoue-Labarthe et de Jean-Luc Nancy. Et donc j'ai très vite été introduit à la notion de mimésis, puisque surtout Philippe Lacoue-Labarthe était très intéressé par ce concept. Il se trouve que par ailleurs, j'étais très impliqué dans la psychanalyse. Je me suis très tôt intéressé à la psychanalyse. J'ai jamais fait de psychanalyse moi-même, mais je m'intéressais à ça intellectuellement, surtout du côté lacanien, parce qu'à Strasbourg, tout le monde était lacanien. Donc il y avait ça, d'une part, je m'intéressais à la psychanalyse, et d'autre part, j'étais un amoureux du théâtre. Tous mes amis étaient des comédiens, des théâtreux. Et donc, comme il fallait que je trouve un sujet de thèse, en philosophie, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur psychanalyse et théâtralité. Donc, mes deux sujets d'intérêt favoris. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, et ça m'a immédiatement amené vers la mimésis, puisque le théâtre, évidemment, c'est une pratique de la mimésis, une pratique de la simulation, et surtout, Freud lui-même a commencé sa carrière en hypnotisant ses patients hystériques et en leur appliquant ce qu'il appelait une méthode cathartique, qui consistait à les faire revenir sous hypnose au trauma et ensuite à revivre la scène de façon dramatique, donc mimétique, pour ensuite expulser de façon cathartique le souvenir, la réminiscence. Et donc forcément, je suis intéressé à l'histoire du concept de catharsis, qui vient forcément de chez Aristote. Et là, je me suis rendu compte que derrière Aristote, et derrière Platon aussi, parce que Platon parle de la mimésis, il y avait tout un contexte rituel, les fameux cures cathartiques, les rituels cathartiques, qui consistaient à mettre les gens qui déjà présentaient des sortes de troubles que nous dirions hystériques, en transe hypnotique, avec de la musique, et on les amenait à répéter, pas à répéter, à imiter
en fait, à mimer l'esprit qu'il est possédé, l'esprit dionysiaque qu'il est possédé. Jusqu'au moment où, après des heures de danse rythmée, rituelle, le patient s'écroulait par terre, s'évanouissait, et à ce moment-là, on disait que l'esprit était parti, avait été exorcisé. Donc, je me suis rendu compte que derrière le concept de catharsis en Grèce, il y avait des phénomènes de transe, de possession et des transes exorcistes. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes de transe et de possession à travers la littérature anthropologique, pas seulement l'anthropologie de la Grèce antique, mais aussi le prophétisme juif, les cultes de possession en Afrique, le vaudou, etc., etc. Et donc, c'est là où je me suis véritablement intéressé pour la première fois au phénomène de transe. Et la transe, pour moi, c'est toujours une transe de possession d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est un état où les gens deviennent autres, ils disent qu'ils sont possédés, ils sont inspirés, il y a différents termes selon les cultures et selon les époques, mais c'est toujours la même idée que les gens qui sont dans un état particulier passent par cette transe, et transe ça veut dire passer, ils passent par cet état durant lequel ils sont différents et ils réémergent après différents, soit guéris, soit exorcisés, soit thérapeutisés, je ne sais pas comment dire. Et bref, c'est ça qui m'a vraiment lancé sur la piste de la mimésis, parce que la mimésis, c'est ça, c'est être autre, devenir autre et changer. Et du coup, je n'ai jamais réussi à finir cette thèse sur le théâtre. Du coup, je me suis lancé dans un autre projet de thèse qui était sur la psychanalyse. Et là, c'était plus directement sur psychanalyse et mimésis, ou pour utiliser le terme que Freud utilise, psychanalyse et identification. Et donc, j'ai relu toute la psychanalyse, d'une certaine façon, à travers une question qui était est-ce que Freud, qui pourtant théorisait l'identification, surtout à partir des années 20, est-ce qu'il a fait droit, théoriquement, à ce dont il parlait? Et ma critique à l'époque était que Freud, en fait, parlait des phénomènes mimétiques, qu'il connaissait très bien parce qu'il avait lu toute une littérature sur l'imitation chez Tard, l'idéomotricité chez Bernheim et d'autres. Il connaissait toute cette littérature, mais il l'a reformulée dans son propre vocabulaire, qui était un vocabulaire sexuel, libitinal. Et donc, ce qui m'avait intéressé, c'est comment il secondarisait constamment la mimésis par rapport à la libido, par rapport au désir sexuel, et ainsi de suite. Tout en laissant tomber de temps en temps des formules qui allaient complètement à l'encontre de sa propre théorie, lorsqu'il dit par exemple que le moi se forme par identification, il y a une identification première qui est le premier rapport à l'autre, qui est un rapport de dévoration, où on engloutit l'autre, on le fait sien, on devient l'autre. Et donc voilà, c'est ce qui m'avait intéressé à l'époque dans la psychanalyse. Et donc, effectivement, mon point de départ, c'était la mimésis. Un des très grands intérêts, c'était aussi l'hypnose. Est-ce que tu as découvert l'hypnose à travers Freud et l'histoire de la psychanalyse, ou est-ce que ton intérêt à l'hypnose précédait la psychanalyse et était en connexion avec l'anthropologie, la transe? C'est les deux. C'est à travers l'anthropologie, puisque comme j'ai dit, je me suis intéressé très tôt à cette littérature anthropologique sur la transe. Mais c'est aussi parce que je me suis intéressé à l'hypnose, parce que la psychanalyse est sortie de l'hypnose. Et donc, les deux se sont retrouvés. Je me suis bien rendu compte, une fois que j'ai commencé à travailler sur les phénomènes de transe, de façon anthropologique et historique, que tous ces phénomènes étaient identiques. C'est-à-dire que
entre les rituels cathartiques des Grecs et la cure cathartique de Breuer et Freud, il n'y avait pas énormément de différence, c'était toujours le même phénomène qui était en jeu, et que si Breuer et Freud sont tombés là-dessus, c'est évidemment parce qu'il y avait eu l'hypnose avant. L'hypnose est la forme moderne, fin du 19e siècle, de la transe. Avant, il y avait le magnétisme animal, avant, il y avait les phénomènes de possession démoniaque, etc., etc. Mais c'est toujours le même phénomène, qui se module différemment, qui est formulé différemment et qui donc prend d'autres formes. Ce qui est aussi une de mes obsessions, c'est comment ce phénomène évolue constamment, change constamment. C'est pas simplement le phénomène de la transe lui-même qui est un changement, le passage par une altérité, etc. C'est que à travers l'histoire, le phénomène change. C'est à la fois la même chose tout le temps, et c'est toujours différent. Et donc, là aussi, la mimésis est impliquée, dans le sens où le phénomène est protéiforme. Il s'adapte à différentes cultures, à différents milieux, à différentes niches écologiques, comme dit Ian Hacking. Et donc, c'est ce qui m'a très vite amené à penser toujours en termes historiques. Je mentionnais juste avant que depuis une vingtaine d'années, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, mais ça vient de là. Ça vient du fait que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas parler de la psychopathologie, en tout cas d'un certain type de psychopathologie, d'une façon statique, en disant voilà, il y a l'hystérie, il y a la névrose, il y a l'neurasthénie, il y a la dépression. Non, en fait, tout ça, c'est toujours le même phénomène qui prend différentes formes. Donc, je suis devenu culturaliste, relativiste, constructiviste de ce point de vue-là. Dans le sujet freudien, tu retraces l'histoire de la dette freudienne envers les théories de Bernheim, de la suggestion et de Charcot. Et la psychanalyse, d'une certaine manière, te montre comment elle essaye de se détacher de cette tradition tout en restant en dette. Quels sont les enjeux pour Freud et pour la psychanalyse dans cette rupture? Je crois que l'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est tout simplement la psychanalyse comme discipline autonome, surgit de nulle part, c'est-à-dire du cerveau du seul Sigmund Freud. C'est comme ça que Freud a toujours présenté l'invention, la découverte de la psychanalyse. C'est lui tout seul, dans son cabinet, avec ses patients, il a découvert l'inconscient, il a découvert le refoulement, etc. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, puisqu'il a commencé avec l'hypnose. Pendant pratiquement 10 ans, et peut-être même un peu plus, il a pratiquement pratiqué de façon presque exclusive l'hypnose. Il était hypnothérapeute. Dans la foulée de Bernheim, dans la foulée de Janet, de Delboeuf et de son grand maître Charcot. Et donc, il était forcément impliqué dans la discussion de l'époque, qui avait lieu essentiellement entre Charcot et Bernheim, qui revenait à ceci: est-ce que les phénomènes hystériques, appelons-les comme ça, sont des phénomènes authentiques? C'est ce que disait Charcot, qui disait que l'hystérie, en fait, c'est une forme d'hypnose spontanée. Ou bien, est-ce que ces phénomènes sont, comme le prétendait Bernheim et son allié théorique Delboeuf, est-ce qu'ils sont suggérés? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, les patients ne sont pas en train de
par complaisance, comme disait Delboeuf, ne sont pas en train de renvoyer aux théoriciens et aux thérapeutes leur propre théorie. Et c'est très, très exactement ce qui s'était passé, c'est très évident chez Charcot. Charcot avait des théories sur l'hystérie et ses patients à la Salpêtrière lui renvoyaient exactement ce qu'il cherchait. Donc c'était une discussion qui avait lieu à l'époque. Freud y est intervenu, il a écrit des textes à l'époque pour défendre Charcot contre Bernheim. Et lorsqu'il a commencé à élaborer ses propres théories, il a gardé cette attitude charcotienne qui consistait à dire moi, le thérapeute, ou moi, le théoricien, je n'ai rien à voir dans le phénomène que j'observe. Je ne fais qu'observer, je ne fais que relater ce qui se passe devant moi. Et c'est comme ça qu'il a toujours décrit l'origine de la psychanalyse. Les patients venaient, me racontaient qu'elles avaient été violées par leur père. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était plutôt des désirs que des réalités. Mais bon, voilà, ça venait des patients. Moi, Freud, je ne suis que le photographe qui photographie ce qui se passe, qui observe et qui restitue ça sous forme de théorie. Évidemment, c'est là où il y a un énorme problème, parce que comme les critiques de Freud l'ont très vite dit, mais attendez, mais monsieur Freud, comment pouvez-vous garantir que ce que vous décrivez n'est pas le produit de vos propres expectatives, vos propres anticipations théoriques, vos propres suggestions, autrement dit. Et donc, c'est là où l'enjeu pour Freud est énorme, puisque si ces critiques avaient raison, ça voulait dire que toute la théorie n'était qu'une construction un château de cartes. Ce n'était qu'une projection de ses propres théories. Et donc, il a, pour cette raison, très vite décidé de dire « Attendez, moi, je ne fais plus l'hypnose. » Et il pensait qu'en disant « je ne fais plus l'hypnose », je me protège, je m'immunise contre l'accusation de suggérer mes théories à mes patients. Et c'est là où, véritablement, je pense qu'il a été soit d'une grande naïveté, soit plus vraisemblablement d'une grande mauvaise foi, parce que c'est tout à fait évident qu'on commence à étudier l'élaboration de ces théories dans les années 90, on voit très bien comment tout ce qu'il découvrait chez ses patients, en fait, c'est lui-même qui le leur avait apporté. Et donc, voilà, je crois que la question était de savoir quel est l'enjeu pour Freud. L'enjeu, c'est la psychanalyse. C'est l'autonomie de la psychanalyse. S'il y a dans la psychanalyse des éléments hypnotiques, il y a forcément aussi des éléments suggestifs, et donc la théorie n'est qu'une construction. Et donc les enjeux sont grands, et on pourrait dire que historiquement ça a marché, c'est-à-dire peu de personnes s'intéressent à l'hypnotisme, aux théories de Bernheim et de cette tradition de l'hypnose, mais la psychanalyse, la notion d'identification, de transfert, ça, c'est quelque chose qui s'est répandu, se dissémine. Comment explique tout ce succès? Oui, mais je parlais avant du caractère malléable du phénomène en jeu, parce que, encore une fois, je pense que dans la psychanalyse, comme dans l'hypnose, comme dans d'autres rituels ou constructions thérapeutiques, c'est toujours de la mimésis, c'est toujours de ce phénomène-là de la transe qui est en jeu fondamentalement. Et je disais que c'est un phénomène malléable qui est en constante évolution. Moi, je dirais que la psychanalyse, c'est la forme adoptée au XXe siècle par ce phénomène, par cet X. Ce n'est pas plus faux ou plus vrai que l'hypnotisme expérimental de la fin du 19e ou que le magnétisme animal de la fin du 18e et du début du 19e ou que la possession démoniaque du 17e et du 18e. C'est la même chose. C'est la forme qu'a pris cet X mystérieux
ce proté mystérieux au XXe siècle. Alors, je vois bien que la question est plutôt de savoir qu'est-ce qui a fait que ça a marché plutôt qu'autre chose. Il faut bien dire que les théories de Freud étaient particulièrement intrigantes et séduisantes. Il était beaucoup question de sexualité, ce qui dans l'atmosphère darwinienne de la fin du 19e, du début du 20e était forcément très important. Et donc je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles cette théorie-là a fonctionné plutôt qu'une autre. Il y a toutes sortes d'autres raisons. Je pense que Freud a aussi été un grand organisateur. Il a fondé une institution. Il était en compétition avec pas mal d'autres psychothérapies à l'époque. Il a trouvé un modèle institutionnel qui était très fort, qui fonctionnait très bien. C'était le modèle de la psychanalyse didactique où on produit on forme les gens sur le divan, c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer sur le divan et subir une psychanalyse pour pouvoir ensuite prétendre à la fonction d'analyste. Et quand on y pense, c'est un coup de génie, parce que ça veut dire que vous produisez des disciples et vous les produisez à la chaîne. C'est-à-dire que tout le monde va reproduire exactement le même dispositif, les mêmes théories. Toute l'histoire de la psychanalyse, c'est une histoire, il y a des dissidences en permanence, mais en même temps, il y a ce fil conducteur qui est qu'un analyste va reproduire la psychanalyse avec un disciple, qui lui-même va faire la même chose avec un autre disciple, etc. Donc il y a une formation très rigide qui fait que c'est la formation d'une secte, d'une certaine façon, et qui exclut absolument toute dissidence, toute divergence, puisque, contrairement à ce qui se passe dans le système universitaire, académique, où là, en principe, on est là à discuter, il y a la liberté académique, etc. Là, non, pas du tout. Et c'est une institution où un savoir est transmis de façon rigide et qui permet en même temps de gagner sa vie. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles cette psychothérapie a pris le dessus, a complètement éliminé toutes les autres formes de psychothérapie qui existaient à l'époque. C'est une reproduction mimétique. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est toute la question du transfert et de la manipulation du transfert. Justement, ce que Freud lui-même niait complètement, que dans une psychanalyse, on dissout le transfert, on le liquide, et c'est ça la fin de l'analyse pour lui. Sauf que quand on voit comment fonctionne l'institution psychanalytique, c'est l'inverse, c'est la culture du transfert. C'est quelque chose qu'avait bien mis en valeur François Rostand, qui est un ami à moi à l'époque, qui disait que, en fait, il l'a dit très tôt, dès la fin des années 70, il a dit que la psychanalyse, en fait, c'était une suggestion au long cours. Ouais. C'est ça le dernier. C'est une édition critique des premiers articles de Freud sur l'hypnose. Donc Freud, tu dis que tu t'es presque quitté, mais il revient toujours. Ouais. Tiens, on parlait de Jean-Luc Nancy. Voilà. Couverture un peu. Donc ça, c'est avec Jean-Luc Nancy et un autre ami qui s'appelle Éric Michou. Début des années 80. 81. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait à l'hypnose à cette époque-là. Non, très peu. Il y avait Chertok, Léon Chertok, qui était un psychiatre, psychanalyste, qui a beaucoup fait pour faire revenir l'hypnose sur le devant de la scène. Il y avait François Rostand,
Et donc j'étais ami avec les deux, ce qui n'était pas toujours simple parce qu'eux-mêmes n'étaient pas amis entre eux. Et donc oui, ça c'était au tout début des années 80. Il y avait pratiquement personne d'autre qui s'occupait enfin théoriquement en tout cas, de l'hypnose. C'était un sujet tabou d'une certaine façon à cause de la psychanalyse. La psychanalyse ayant rejeté complètement l'hypnose dans les ténèbres antérieures de la psychanalyse, personne ne voyait l'intérêt de s'occuper d'hypnose. Et donc, c'était un peu un travail pionnier à l'époque. Jacques Lacan, qui prétendait de revenir à Freud. C'est plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux expliquer ton intérêt pour Lacan et dans les éléments mimétiques de sa théorie, si je pense au début de sa carrière, avec la théorie du miroir, et comment tu la situes dans la phénoménologie que tu viens de tracer? Ouais. Lacan... Lacan, effectivement, et au début de sa carrière, était intéressé par ce qu'il appelait la formation imaginaire du moi. Et pour lui, il y avait cette idée que, et c'est une idée qui vient directement de la lecture de Hegel par Alexandre Kojève, c'est une idée que, en fait, le moi se constitue dans l'autre. Et il illustrait ça avec le phénomène du miroir. C'était plutôt une illustration qu'autre chose. Le petit enfant se voit dans le miroir et jubile parce qu'il se reconnaît. Il se voit, mais comme dit Lacan, cette reconnaissance est une aliénation aussi parce qu'il se voit en dehors de lui-même, alors que lui-même, il n'y est pas là-bas. Et donc, pour lui, c'est cette relation qui est mimétique. Il n'utilisait pas du tout le terme, mais c'est une relation mimétique au sens où le petit homme, comme il disait, se voit autre qu'il n'est. Et c'est ça le moi pour Lacan, c'est un objet qui est là, et qui est un objet aliénant puisqu'il est à distance. Et donc, ça c'est le début de Lacan, et c'est une théorie qui a des implications mimétiques, dans le sens où, encore une fois, la relation imaginaire chez Lacan est aussi une relation agressive, une relation de compétition. Si moi, je suis là-bas, il faut que je déloge l'autre qui est là et qui prend ma place. C'est quelque chose qui est extraordinairement proche de ce que René Girard appelle la rivalité ou la violence mimétique, la relation mimétique. Je désire ce que désire l'autre, ou ce qu'est l'autre, et donc je veux le dégommer, l'éliminer, le supprimer, etc. Donc, pour répondre à la question, oui, je crois qu'il y a cet élément mimétique dans la théorie de Lacan, qui ensuite a été complètement recouverte et éliminée d'une certaine façon à partir des années 50 chez Lacan par la théorie du symbolique. C'est le moment où Lacan se tourne vers le structuralisme, se tourne vers Saussure, Lévi-Strauss, Jacobson, et élabore toute une théorie à propos de la constitution symbolique du sujet, non pas du moi, mais du sujet. Et là, il utilise un terme qui vient directement de la philosophie, et plus directement de nouveau de Kojève. Le sujet se constitue dans et par le symbolique, dans et par le langage, dans lequel il se nomme et se perd à la fois. Et donc derrière ça, il y a toute la théorie hegeliano-kojèvienne du langage, comme négation du réel, etc.
Il y a toute une théorie du désir qui vient directement de l'interprétation cogévienne de Hegel. Et cette théorie est là précisément pour essayer de faire barrage à la relation imaginaire. C'est la solution qu'a trouvée Lacan à l'impasse imaginaire où le rapport à l'autre ne peut être que violent, ne peut être que rivalitaire, etc. Et donc, voilà. En gros, c'est comme ça que je situerais la relation de Lacan à la tradition mimétique. C'est une relation qui est bien réelle, mais qui en même temps est défensive. Il voit tout ça comme une grave menace, et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans une longue tradition de penseurs qui pensent que la mimésis c'est un danger, c'est quelque chose qui met en danger l'identité des sujets, qui est potentiellement violent, etc. Ah, ça c'est... Les écrits de Lacan qui tombent, je l'ai tellement souligné, tellement utilisé, que il y a ça, c'est le résultat de centaines d'heures de lecture pour essayer de comprendre ce que le type voulait dire. C'est le maître absolu, oui. C'est un livre pour ou contre Lacan? Écoute, je me suis tellement mis dans la peau de Lacan pour comprendre sa pensée qu'il a été complètement expulsé. Les premiers livres sont surtout des livres qui portent sur des sujets psychologiques, mais d'un point de vue philosophique. Et à partir, je pense, des milieux années 90, 90, tu commences à faire plus attention à l'histoire, ou mettre l'histoire en avant. Pourquoi c'est devenu important de revisiter la psychanalyse, par exemple, d'un point de vue plutôt historique? Qu'est-ce que l'histoire ajoute à la perspective philosophique? Eh bien, c'est que l'histoire, et là on parle de l'histoire des théories psychologiques et aussi psychiatriques d'une certaine façon, l'histoire permet de relativiser les concepts. Quand on peut montrer comment un concept a été conçu, mais aussi construit, produit, etc., on relativise ce concept. On voit d'où il vient, on voit d'où il sort, comment il a changé, etc. Et ce qui se passe dans le champ de la psychologie ou de la psychothérapie ou de la psychopathologie, c'est que les concepts, eux, aussi forment les forment, j'allais dire les gens, les patients, les sujets, comme on voudra les appeler, en ce sens que c'est très clair dans le cadre de certaines formes de psychopathologie, les patients se conforment aux théories des médecins, de l'homme-médecine, du médecin, du thérapeute, etc. Et donc, faire l'histoire de la psychiatrie ou l'histoire de la psychologie ou de la psychanalyse, par exemple, ce n'est pas simplement faire l'histoire des concepts, c'est faire l'histoire des formes psychopathologiques au cours de l'histoire, puisque chaque fois, à chaque nouvelle théorie, il y a une nouvelle forme de psychopathologie. Vous n'avez pas les mêmes formes au XIXe siècle et au XXe siècle. Au XIXe siècle, fin du XIXe, vous avez l'hystérie, vous avez la neurasthénie, parce qu'il y a des théories sur l'hystérie, sur la neurasthénie. Au XXe siècle, dans les années 60, vous avez l'angoisse, l'anxiété. Fin du XXe siècle, vous avez la dépression, parce qu'il y a toutes sortes de théories et de montages industriels qui font qu'on produit de la dépression. Donc, c'est pour ça que moi je m'intéresse à l'histoire. Je ne m'intéresse pas à l'histoire antiquaire, qui est là simplement pour
restituer ce qui a été dans le passé. J'essaie de montrer comment les formes psychopathologiques évoluent au cours de l'histoire, de concert avec les théories qui sont formulées à leur égard. Et donc voilà, c'est ça mon abord historique. C'est un abord, je dirais, constructiviste, au sens où j'essaie de montrer comment ce qu'on prend pour des entités objectives et intemporelles sont en fait des produits ou des coproduits qui, au cours de l'histoire. Et donc, comme tu disais au début, c'est toujours cette idée d'une transe, d'une suggestion, d'un rapport à l'autre qui est au cœur de ces manifestations différentes. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que dans mon propre parcours, il y a quand même une évolution. Ça évolue tout le temps. Au sens où, au début, quand je parlais de mimésis, quand je parlais d'identification, parce que c'était le terme de Freud que j'utilisais de préférence à l'époque, j'avais un abord très philosophique, au sens où ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de construire une sorte de théorie transcendantale de la constitution de l'identité subjective. Et donc, je formulais toutes sortes d'idées à ce propos, mais je restais dans une perspective, d'une certaine façon, solipsiste, même si je soutenais que le sujet, le moi, l'identité subjective se constitue par mimésis, par ingestion ou incorporation identificatoire de l'autre, etc. Et là, je suis d'une certaine façon un certain Freud. Ça restait centré sur le sujet, même si le sujet était déconstitué, déconstruit, altérisé, etc. Et puis, c'est là où j'ai évolué, je suis passé vers autre chose, où en fait, je me suis rendu compte que ces phénomènes impliquaient non pas un sujet et un autre imaginaire, mais impliquaient des acteurs multiples qui interagissent, où il y a des actions et des réactions, etc. Et donc, c'est ça qui m'a amené sans doute vers l'histoire d'une certaine façon, parce que dans l'histoire, on voit bien comment les théories, par exemple, théories psychologiques ou psychiatriques, sont toujours des affaires d'interaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un théoricien qui s'appelle Freud ou Pinel ou Jung qui invente brusquement quelque chose et qui ensuite le projette sur ses patients. Non, c'est les patients aussi qui répondent d'une certaine façon aux théories, qui confirment ou qui contredisent le théoricien. Et donc, ce sont ces interactions-là qui m'intéressent et qu'il faut étudier toujours à un niveau micro-historique. C'est pour ça que je me suis intéressé aux patients de Freud. Comment est-ce que ça s'est passé entre Freud et tel de ses patients, et comment ça a eu des implications pour la théorie, etc. Donc voilà, je crois que là il y a eu une évolution dans ma pensée. Je suis passé de la mimésis dans un sens, disons, relativement traditionnel, philosophique, à quelque chose d'autre, que je n'appelle plus mimésis, même si, bien évidemment, les phénomènes mimétiques sont toujours à l'arrière-plan et sont impliqués, font partie de la chose. Et tu les appelles fabrication, construction Ça change. Celui, il faut lire plusieurs, qui a été traduit en anglais avec un autre titre, n'est-ce pas? Oui. Attends. Oui, parce qu'il y a le problème des traductions aussi. Alors, ça, il y en a plusieurs en anglais, et puis donc, ça c'est la version française, et
ça, c'est la version. Et là, c'est où tu as développé une réputation pour être devenu constructiviste. Plus ou moins, ouais, je pense, oui. Et ce livre n'est pas conçu comme une monographie, c'est une collection. C'est une collection de... Et d'ailleurs, il n'y a pas exactement les mêmes articles là-dedans et là-dedans. C'est différentes versions. Il y a une histoire qui fait attention à des enjeux de pouvoir, parce que du moment qu'on sort du sujet, de la relation thérapeutique, il y a des implications pour Foucault, de biopouvoir qui sont en jeu dans la relation. Et récemment, tu t'es intéressé pas seulement aux thérapies psychiques, mais aussi aux industries pharmaceutiques, Big Pharma. Est-ce que tu peux l'inscrire dans ce parcours que tu viens de tracer? Est-ce que c'est les mêmes enjeux ou est-ce qu'il y a des distinctions à faire? Oui et non. Ça vient de là, et puis il y a des éléments qui sont un peu nouveaux. Je dirais que la façon dont je suis entré dans cette problématique-là, qui est la problématique de la production industrielle de médicaments, je suis entré par le biais de la psychiatrie et de l'histoire de la psychiatrie. Comme dit, je m'intéresse depuis longtemps à l'évolution des concepts et des pratiques psychiatriques. Et pendant longtemps, je me suis intéressé à l'histoire passée. Comment on est passé de la possession démoniaque à l'hystérie, par exemple, ou au magnétisme animal, ou des choses comme ça. Ou comment on est passé de l'hystérie de Charcot à l'hystérie de Freud et à la névrose freudienne. Mais je m'étais pas, pendant très longtemps, je ne me suis pas du tout occupé de la pharmacologie, et notamment de la psychopharmacologie. Pour moi, d'une certaine façon, c'était un préjugé freudien encore. Je pensais que c'était sans intérêt, que voilà, c'était une illusion de penser qu'on pouvait guérir les dépressions et les psychoses à l'aide de molécules chimiques. Et puis, étant donné que je vivais à l'époque aux États-Unis, et que forcément j'ouvrais mon appareil de télévision, je voyais en permanence défiler des advertisements, des publicités pour tel ou tel médicament. Et ce qui me frappait, c'était que chaque fois, il y avait une nouvelle maladie. Un jour, c'était un médicament pour le syndrome des jambes agitées. Un autre, c'était pour la dépression. Un autre, c'était pour la phobie sociale. Et étant un peu au courant quand même des classifications psychiatriques, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau truc, ça. Et au début, je me disais, voilà, bon, ils ont découvert un nouveau truc. Et puis, visiblement, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est-à-dire à la psychopharmacologie, aux médicaments destinés à traiter des formes, disons, de maladies mentales ou de troubles mentaux. Et là, il a suffi que je commence à tirer le fil, tout de suite, tout est sorti, et quand je dis tout, c'est le marketing. Je me suis rendu compte que tout ça, c'était une opération de marketing, ce qui était évident, puisqu'il suffit de regarder une publicité à la télé pour se rendre compte qu'on essaie de vous vendre une marchandise. Mais ce qui était absolument ahurissant, et j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise quand vraiment je m'en suis rendu compte, c'était que les marketeurs de l'industrie pharmaceutique vous créent non pas des médicaments pour guérir un trouble, pour traiter ou aider un trouble, ils vous inventent des maladies pour des molécules. Et c'est pour ça qu'on a vu depuis 30 ans,
une multiplication de nouvelles formes psychopathologiques, parce qu'il fallait chaque fois trouver à nouveau, segmenter le marché de la maladie mentale pour faire une niche pour telle ou telle nouvelle molécule. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que les marketeurs de l'industrie pharmaceutique, en fait, faisaient de façon tout à fait délibérée, tout à fait consciente, quelque chose que les psychiatres, les thérapeutes, les hommes de médecine ont fait depuis des millénaires, mais de façon tout à fait artisanale et inconsciente, en pensant que voilà, ils avaient trouvé la solution à tel ou tel problème de santé mentale. Les marketeurs, eux, ce sont de parfaits constructivistes. Ce sont des gens qui ont exactement la même théorie que moi au sujet des troubles psychiatriques, c'est-à-dire que pour eux, c'est une sorte de magma malléable qu'on peut découper, segmenter comme on veut pour produire des nouvelles formes, pour vendre des molécules. Ce qui m'a intéressé dans ce phénomène, c'est que ce n'est pas seulement une stratégie de marketing, c'est aussi quelque chose qui va avoir des effets tout à fait réels sur les gens. De nos jours, personne qui se sent un peu mal ne va commencer à développer une contracture, une paralysie hystérique. On lui rirait à la figure. Par contre, cette personne va être très tentée de développer une dépression. Parce que ce sera la façon actuelle d'être malade, de ne pas être bien dans sa peau. Et pourquoi est-ce que cette personne va se considérer comme déprimée et montrer tous les symptômes de la dépression plutôt qu'une hystérie, etc. Tout simplement parce qu'il y a eu derrière, des années et des années de marketing destiné à promouvoir la dépression comme la forme moderne du mal-être. Donc voilà, il y a quand même une continuité entre ce qui m'intéresse dans l'industrie pharmaceutique et mes travaux précédents, puisque c'est de nouveau ce qui m'obsède, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit des formes psychopathologiques. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont l'Amérique de Trump a réagi à tout ça. On voit à l'œuvre dans la réaction de Trump, particulièrement, on voit à l'œuvre des phénomènes mimétiques, au sens où Trump exploite de façon éhontée et tout à fait délibérée ce genre de phénomènes, ces phénomènes de panique, les phénomènes de foule, les phénomènes de propagation épidémique d'idées, de fake news, etc. Je dois dire que si jamais on se lançait dans cette discussion, ça n'en finirait pas parce qu'on aboutirait à des discussions sur les phénomènes mimétiques en politique, avec comme exemple majeur le fascisme. Et donc, voilà, oui, il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que on est en plein dedans. C'est pas toujours quand on est en plein dedans qu'on peut y réfléchir de la façon la plus lucide. Et on n'a pas trop parlé des Freud Wars, mais non. Tu as été impliqué quand même dans quelques guerres. Oh, plusieurs, oui. Oui. Entre autres dans celui-là, là. C'est un livre avec beaucoup de couleurs. Pourquoi est-ce que ça a créé des
réaction négative? Tout simplement parce que c'est une collection d'une quarantaine d'articles écrits par des spécialistes de Freud et de la psychanalyse, de plusieurs nationalités d'ailleurs, et qui tous ont un abord critique à l'égard de la psychanalyse. Et le fait de réunir 40 personnes dans un gros livre, ça c'est une version abrégée. Le livre noir originel, c'était ça. Il faisait 800 pages, plus de 800 pages. Et donc le fait simplement de publier ça en France, c'était tellement scandaleux que ça a fait hurler absolument tout le monde. Alors qu'il y avait, d'un point de vue anglo-saxon, il y avait, oui, aux États-Unis et en Angleterre, il y a eu les Freud Wars aussi, mais ils n'ont jamais pris la même forme qu'en France. En France, ça a été un énorme scandale. On a fait la rentrée de l'année 2005, je crois. C'est qu'en France, la rentrée, c'est la rentrée des livres, est quelque chose de très important. Il y a toujours un livre qui fait un sprung, qui est le centre de l'attention de tout le monde, et ça a été celui de l'année 2005. Est-ce que ça a changé l'attitude des Français envers la psychanalyse? Je crois pas. Peut-être un peu, dans certains milieux. Je crois que si, ça a changé quelque chose au sens où, pour la première fois, les psychanalystes ont été sur la défensive. Ils ont dû justifier leur pratique, ils ont dû justifier leur théorie, ce qui n'aurait été jamais arrivé avant. Et depuis, oui, ils savent qu'ils sont mortels. Avant, ils se croyaient immortels.